Le 26 mars 2021 a toujours été à mon sens une date historique pour le catch. Vince McMahon apparaît en simultané à Raw sur TNN et à la WCW sur TNT, scellant ainsi le sort de son rival historique. Après une lutte de près de 6 années élevant le catch américain à un niveau de popularité jamais égalé, WCW s'effondre et WWE devient le leader incontesté. Et ce désormais depuis 20 ans. 20 années sans qu'aucune alternative n'ait pu vivre à ses côtés. Pourtant, l'alternative, elle était bien là. Bien plus obscure, certes, mais elle n'a jamais cessé d'exister. All Elite Wrestling est né en janvier 2019 et c'est le pari réussi de Cody Rhodes, des Young Bucks et de Kenny Omega. Le premier avait fait le choix de quitter la WWE pour y découvrir les joies d'un circuit indépendant que les Bucks et Kenny Omega avaient révolutionné en quelques années, surfant sur de nouveaux codes, des partenariats entre certaines des plus grosses compagnies mondiales, mais surtout une étude précise de tout ce qu'avait pu offrir l'alternative à cette fanbase de plus en plus croissante depuis ce 26 mars 2001. De la petite sœur TNA Wrestling au berceau de talents proposés par Ring of Honor, du style délirant de PWG, de la violence de CZW, de l'innovation de Lucha Underground et de l'émergence du catch féminin US, ils ont appris des erreurs du passé et capitalisé sur les forces de ce circuit indépendant pour proposer en septembre 2018 à Chicago le plus gros show de catch indie aux États-Unis depuis 1999, All In. 10 000 fans en liesse qui ont sold out l'événement en à peine quelques heures, un succès et une habileté de communication qui ne manquera pas de séduire un certain Tony Khan, dont l'investissement, la vision partagée d'un catch nouveau et surtout alternatif à une WWE installée sur un trône depuis tant d'années. WWE a-t-elle fait une erreur au début des années 2010 en confiant à Triple H la production de NXT qui basera son produit sur la confiance des talents du circuit indépendant? On voit ainsi qu'avec des moyens de production, des Kevin Steen, Sami Zayn, Prince Devitt, Samoa Joe, un produit basé sur les talents du circuit indépendant pouvait fédérer des milliers de personnes. Des talents que WWE n'aurait même pas envisagé de recruter des années auparavant, mais qui s'étaient révélés bien plus populaires qu'ils ne le pensaient. En effet, c'est une inspiration que je ressens comme un engrais qui a permis de bâtir All Elite Wrestling, présenté chaque semaine sur la même chaîne de câble aux États-Unis de la WCW, TNT, à partir d'octobre 2019, une ascension constante en termes de popularité malgré une ère pandémique dans un tête-à-tête avec ce même NXT qui sera vaincu dans les audiences en moins de 2 ans. All Elite Wrestling est devenu une attraction telle que certaines stars de WWE ont fait le choix de gonfler leur rang pour offrir un catch bien plus en adéquation de leur vision. Dimanche 5 septembre 2021, à All Out, 2 autres stars du monde du catch ont fait ce même choix. L'un a été la star de l'émission rivale des 2 dernières années, l'autre est certainement le symbole de la réussite de ce catch alternatif depuis cette fameuse date du 26 mars 2001. Salut les Sturimaniacs, All Out 2021, Chicago, qu'est-ce qui s'est passé ? Hey coucou les foufous, vous me reconnaissez? Mais si, c'est moi, Tony Khan, l'homme qui a tellement le swag que j'ai même pas besoin d'articuler le moindre mot pour m'adresser à vous. J'ai acheté cet espace publicitaire sur la chaîne C'est ça le catch pour vous rappeler que All Out sera diffusé le 13 septembre 2021 en France sur la chaîne Toonami. La chaîne est dispo gratis en septembre chez vos opérateurs Bouygues Télécom et Free. Et tous les replays de Rampage, Dynamite et des pay-per-view sont accessibles pour seulement 2,99€ sur l'appli Molotov TV. En plus d'être votre nouveau président préféré, on a le meilleur du catch, les meilleures affiches, les meilleures storylines, et mes bras sont si musclés que même le punk de Chicago a décidé de revenir chez nous. Ouais, CM Punk est chez nous. Bon, vous savez quoi? On a d'autres surprises, mais bande de grands foufous, je vous laisse les découvrir. Boum. Je suis un ouf. Alors rejoignez l'élite, l'élite, et ensemble, construisons un nouvel avenir au catch américain. Alors soyez mignonnes, soyez mignons. C'était Tony Khan, vous savez, ticket, c'est que de l'amour. Eh ben dis donc, on est de retour sur la chaîne C'est ça le catch avec le Qu'est-ce qui s'est passé d'All Out qui s'est déroulé, je le rappelle, dans la nuit du dimanche 5 septembre au lundi 6 septembre. Et en effet, il m'a fallu un petit peu plus de temps pour produire cet épisode, tout simplement pour en avoir la meilleure réflexion possible. Et encore, elle sera perfectible, je pense, avec les mois à venir, peut-être même les années. 3 jours après, on reste quand même sur une réaction à chaud. Et bordel, qu'est-ce qu'il a fait chaud à Chicago? Parce que j'ai commencé à lire vos réactions, bien entendu vos appréciations sur ce pay-per-view que beaucoup considèrent comme le meilleur depuis WrestleMania 17, qui je le rappelle est le premier pay-per-view qui a suivi cette fameuse date du 26 mars 2001. Bon, vous savez, peut-être mon pay-per-view préféré de tous les temps, ça restera SummerSlam 2002. Mais alors en quoi ce pay-per-view qui n'est pas produit par la bannière de la plus grosse compagnie mondiale a autant inspiré les fans? Quel code recherche-t-il réellement? Pourquoi est-ce la guerre à ce point sur les réseaux sociaux? Quelle
vision sépare autant le monde des fans, mais plus important, reprenant les termes de Daniel Bryan, Bryan Danielson qui a rejoint All Elite Wrestling, désormais on fait du catch. Puisque oui, Bryan Danielson, en conférence de presse d'après-show, veut convaincre la planète que si vous montrez de l'excellent catch à n'importe qui, and they will enjoy it. Because excellent professional wrestling is fucking awesome. Eh ben allons-y, parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis fin 2014, depuis qu'elle existe, hein, merci à vous, merci pour votre fidélité, eh ben on bouge les codes, et déjà on bouge les codes dans le buy-in, ce qui est comparé à l'équivalent du kick-off à la WWE avant chaque pay-per-view, 1 heure présentée gratuitement avec un combat, 30 minutes résumant toutes les storylines avec des clips superbement produits. On revient aux sources des conflits, aux sources des storylines, c'est super bien foutu, excellente bande-son à chaque fois, et bah, ça donne envie de voir la suite. Et quand ça se termine, on enchaîne avec du catch, combat 5 contre 5. Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Yuta et les Jurassic Express qui font face à la Hardy Family Office, Matt Hardy Private Party et TH2, et on va faire un constat qui est très simple à comprendre. Tout le monde est putain d'over. Tout le monde suscite des réactions auprès des plus de 10 000 personnes qui étaient présentes à Chicago. Un constat d'ailleurs que je vais pouvoir dupliquer à l'infini jusqu'à la fin de ce pay-per-view. 4 heures de show, 5 heures avec le buy-in, et la foule ne s'ennuie pas. Je vous le disais en préambule que All Elite Wrestling s'inspire des choses qui fonctionnent, et qu'est-ce qui fonctionnait quand le catch était ultra populaire? C'était le fait que tout le monde était over. C'est un des rares bienfaits de ce qu'a apporté Vince Russo à l'écriture de WWE pendant l'ère Attitude. N'importe qui suscite des réactions, et en moins de 2 ans, All Elite Wrestling a réussi à créer de l'intérêt autour de ses superstars. Ou de la hit. Oui, même QT Marshall, c'est de la hit. Et sans repasser en détail sur tout ce qui s'est passé dans 55 qui va durer 10 minutes, de permettre à Orange Cassidy de toujours être le catcheur le plus cool de la planète, de montrer à quel point Jungle Boy est un jeune catcheur totalement prometteur au sein de la compagnie, on reprend tous les codes de ce qui fonctionne dans le circuit indépendant, à savoir des spots, de la comédie, de la hit et des happy endings. Parce que oui, les babyface vont gagner, les gens sont heureux. Célébration, et on enchaîne avec ce qu'on veut écrire pour la suite. Retour de The Butcher, qui était absent depuis 7 mois au sein du Hardy Family Office. Butcher qui est revenu plutôt affûté, qui s'en est pris à Orange Cassidy, ce qui va très bien écrire la suite du programme. Il y a d'autres babyface qui n'étaient pas programmés, qui sont venus faire le save, voilà, des membres du Dark Order, Brian Pillman, etc. Et puis voilà, tout le monde célèbre, tout le monde passe un bon moment, les gens chantent sur le thème d'Orange Cassidy. Il reste 10 minutes de show pour pouvoir nous rappeler ce qu'il va y avoir sur la carte. Une promo de Dan Lambert qui est dans les gradins, qui continue de mettre de la hit sur ce que les fans de catch devraient aimer en 2021, à savoir All Elite Wrestling, et ça c'est très bon pour entre guillemets se foutre de la poire des haters. Et là je suis assis, j'ai passé une bonne première heure gratuite, j'ai envie d'acheter le pay-per-view, 17,46€ sur Fight TV avec la conversion, etc. Et ben allez, on est parti pour ce que je considère la meilleure première heure et demie d'un pay-per-view ever. Oui, non, je réfléchis, j'ai regardé énormément de shows comparatifs avec ça, il y a toujours un soccer qui traîne de ci de là, franchement cette première heure et demie, elle était incroyable. Et ça va s'ouvrir avec un match qui m'a créé une excellente surprise, Miro contre Eddie Kingston. Alors évidemment un challenger qui est ovationné de la part du public, si vous comprenez pas le délire Eddie Kingston, il faut juste savoir que c'est clairement l'un des mecs les plus charismatiques sur la planète, qu'il est un tribute plutôt subtil à tout ce qui était le bon catch des années 90 chez All Japan Pro Wrestling, et qu'il est sur un point de vue historique totalement à l'opposé de la machine Miro qui lui, je le rappelle, vient de WWE et qui a été formaté à un certain moule. Eddie Kingston, lui, c'est le catch indie à fond la caisse, ce qui permet de créer une histoire totalement naturelle où les mecs vont se foutre sur la gueule comme pas permis, des atémies à en pleuvoir, un Miro dont le torse violet n'enlève rien à sa beauté, oui parce qu'il est super beau, oui, je vous l'ai déjà dit. 13 minutes 22, le public est à fond, Kingston parvient à attraper les cordes et n'abandonne pas dans le game over, ce qui était plutôt cool et très bien perçu. Il va accidentellement retirer l'une des protections du coin de ring, porter son backfist et son DDT, mais l'arbitre occupé à remettre le coin arrive trop tard pour faire le tomber, 1 de dégagement. Kingston va envoyer Miro dans le coin exposé, l'arbitre l'en empêche, ce qui provoque une distraction pour que le champion porte un coup bas. Le match kick, 1, 2, 3, vainqueur et toujours champion TNT, Miro. En effet, il y a un peu de bullshit pour protéger Eddie Kingston dans sa défaite. Cela dit, on a un terrain parfait pour envisager une revanche. Même si c'est pas à la force de la Elite Wrestling de proposer des revanches à tout va, je serais bien ravi de revoir ces deux hommes se confronter dans d'autres dispositions. Excellent opener. Clairement ma cam et une bonne mise en bouche pour ce qui va suivre. Et une grosse bagarre peut totalement s'enchaîner avec une autre grosse bagarre, puisque c'est Satoshi Kojima, légende de New Japan Pro Wrestling qui était plusieurs fois champion IWGP Heavyweight, qui enfonce la porte interdite pour affronter ce soir Jon Moxley qui arrive depuis la foule arborant un sweatshirt Game Changer Wrestling, le soutien toujours présent aux compagnies de catch indépendantes. Et comme Jon Moxley vient de remporter le championnat de la Game Changer, ça permet au public d'enchaîner sur quelques champs JCW, ça pose pas de problème à EW parce que on considère que les autres compagnies de catch existent. Jon Moxley qui refuse la poignée de main au début du match nous laisse sous-entendre que la violence sera bien présente, et en effet les mecs se sont bien rentrés dedans. C'est une super perf pour un Satoshi Kojima
qui a la cinquantaine, mais qui a cela dit été super bien accueilli par la foule de Chicago, qui l'a pas pris pour un inconnu. Et toi-même, si tu connais pas Satoshi Kojima, mais que ton voisin à la droite fait du bruit, ton voisin à la gauche fait du bruit, bah t'as naturellement envie de faire du bruit, et ça, All Elite Wrestling l'a très bien compris. 11 minutes 52 de combat, la logique est respectée, Jon Moxley remporte le match. À peine le temps de proposer une marque de respect à Satoshi Kojima, Jon Moxley relève la tête et entend la même musique absolument tout le monde dans la salle, le doux thème du roi Minoru Suzuki. Alors, à titre personnel, je vous cache pas que j'ai popé sa maman, puisque vous le savez, je suis un énorme fan de New Japan Pro Wrestling et même de la carrière de Minoru Suzuki de manière générale, que je considère comme peut-être l'un des plus grands heels du business, peut-être même le fils direct du diable, je ne sais pas. Évidemment que sa popularité a dépassé l'océan Pacifique et même a fait le tour du monde désormais. Suzuki contre Moxley, une des plus belles affiches qui avait été proposée par New Japan Pro Wrestling au début de l'année 2020, arrive là face à nous, les gens gueulent Kazeninare, et en plus de ça, Minoru Suzuki, bah, il est pas juste venu pour apparaître et faire coucou, non, il va y avoir un bel échange en bonne et due forme de coups d'avant-bras entre Moxley et Suzuki, le leader du Suzuki-gun qui prend l'avantage, la sleeper, le God Style Piledriver, et on apprendra un petit peu plus tard que le match est décidé pour cette semaine à Dynamite, hein, soit cette nuit, hein, voilà, puisque là la vidéo sort mercredi et c'est ce mercredi soir déjà, et ça sera à Cincinnati, Ohio, chez Jon Moxley. Pas mal. Alors j'essaye de redescendre niveau émotion parce que là je viens de me prendre un gros coup dans la tronche et c'est le match féminin. Britt Baker contre Chris Statlander. Alors Britt Baker, je suis toujours en attente d'une grosse perf en 1 contre 1 sans stipulation, je le rappelle, hein, puisque je considère quand même ce match contre Thunder Rosa non pas un accident de parcours parce que c'était super, mais pas la perf qui m'a certifié que Britt Baker avait vraiment franchi ce stade de mégastar. Là ce soir contre Chris Statlander, je pense que la mission est accomplie. En plus de ça, Statlander c'est une athlète qui est particulièrement prometteuse, elle a 26 ans, elle est à la fois super agile et très puissante, hein, elle va le prouver à plusieurs reprises au cours du match. Et Britt Baker, elle est pas sur ce statut ambigu à savoir est-ce que je suis face, est-ce que je suis heel. Non, là elle a été heel du début à la fin, sans avoir recours à l'assistance ni de Reba et de Jimmy Hayter qui l'accompagnaient pour ce match. On a plutôt même vécu un bon moment quand on a vu Orange Cassidy encourager de toutes ses forces Kate Statlander pour qu'elle remonte dans le ring avant un décompte à l'extérieur. Et c'est après un super Panama Sunrise qui a été rebaptisé Pittsburgh Sunrise, mais qui laisse supposer, voilà, que Britt Baker et Monsieur Adam Cole continuent de s'échanger des prises pour peut-être teaser quelque chose. Britt Baker enchaîne avec un stomp et le Lodjo pour remporter la victoire. Clean, oui, clean, et dans un combat plutôt très satisfaisant qui a toujours été très encouragé par l'intégralité du public. Selon moi, la meilleure perf de Britt Baker jusqu'à présent, et en tout cas des choses très encourageantes pour l'avenir de Chris Statlander au sein de la compagnie. Une petite promo backstage avec Andrade et Chavo Guerrero pour nous rappeler que le match contre Pac a été décalé de All Out pour être plutôt produit à Rampage à cause de Pac, malheureusement, qui n'a pas pu se rendre au show pour des problèmes de transport, tout simplement. Mais on enchaîne tout de suite avec le Steel Cage Match. Lucha Bros qui challenge les Young Bucks. La cage qui descend sur le ring et qui est gigantesque, qui est incroyable, elle est magnifique cette cage de All Elite Wrestling, et ce que j'aime en plus de ça avec ces combats en cage, c'est tout simplement qu'ils me réconcilient avec le principe des matchs en cage, parce que oui, les mecs qui pour gagner un combat doivent s'enfuir, ça fait pas babyface, tu vois, tu t'enfuis de la cage pour fuir le combat et remporter le match. Là, ils posent la cage pour qu'il n'y ait pas d'intervention possible, et surtout, bah, les seules manières de remporter la victoire, c'est pinfall ou soumission. Ah bah, c'est quand même mieux. Grosse entrée pour les Lucha Bros avec les rappeurs qui jouent leur thème, etc., qui sont présents, donc on sent tout de suite qu'il y a un truc important qui va se produire devant nous. Les Young Bucks y arrivent toujours avec autant de swag, hein. J'ai adoré la barbe de Nick Jackson, hein, grosse perf, évidemment. Et puis, on est parti pour 22 minutes d'action à en couper le souffle, où tous les moves sont exécutés à la quasi-perfection, et où le rythme est super bien posé, puisqu'il va toujours y avoir ces petites phases de pause ou de selling qui vont permettre, tu vois, aux spectateurs de reprendre son souffle ou d'applaudir encore un peu plus. Je veux pas tout repasser en détail, mais niveau cabriole et Hurricane Rana dans tous les sens, bah évidemment Phoenix ça reste le meilleur. Le tournant du match, c'est Matt Jackson qui va éviter des finishes en portant des coups bas à absolument tout le monde. Et le match va dévier dans une partie bien plus violente, où les frères Jackson vont essayer d'arracher les masques de leurs adversaires respectifs, avec qui quand même ils ont une histoire très chargée depuis pas mal d'années, hein, même avant les Elite Wrestling, et demandant même à Brandon Cutler de lancer une chaussure spéciale, une fameuse nouvelle basket Air Jordan Collector avec des punaises collées à la semelle, un truc qu'ils avaient déjà fait à plusieurs reprises dans le circuit indépendant, pour punir les Lucha Brothers qui vont se manger super kick sur super kick avec un Pentagon qui fait un truc mignon au début. Il va empêcher les Young Bucks d'attaquer son petit frère, il va saigner le pauvre, il y en a partout, l'œil est rouge, tout, le visuel est super important, d'ailleurs tous les visuels ont été cool, et gros coup d'os d'ailleurs au mec qui est resté dans le coin du ring pour tout filmer. Là il y a un jeu de bassin, hein, qui était particulièrement appréciable, en tout cas pour la production visuelle. Et de cette violence va naître des dramas à gogo, des nearfalls de salauds et des sauvetages qui ont fait hurler tout le public de Chicago. 1, 2, go!
Au final, ça sera Phoenix qui va réussir un crossbody depuis le haut de la cage sur absolument tout le monde, le package pile driver assisté, et victoire. Et nouveau champion par équipe, les Lucha Brothers. Grosse émotion, surtout quand tu vois Pentagon, la gueule en sang, qui va faire un câlin à la fin du match à ses gamines. En effet, si Dave Meltzer il veut mettre 5 étoiles à ce match, il peut même en mettre 5, 6, etc. J'ai trouvé que c'était excellent, plein d'émotions. Ça allait même être dur de passer après ça, mais ça conclut peut-être la meilleure heure et demie de catch pour entamer un show dont peut-être le meilleur était encore à venir. Match de championnat d'Omega, CM Punk, tout ça c'était pas encore passé. Et puis les surprises. Bon, bah, il va falloir souffler après tout ça. Alors avec quoi on souffle? On souffle avec la bataille royale féminine, casino, etc. Donc c'est 21 lutteuses. Elles rentrent toutes les 3 minutes 30 par paquet de 5. Je vais revenir un peu sur cette casino bataille royale, mais c'est quand même une idée de con. Puisqu'on surfe en fait sur un code qui a été inspiré par WWE évidemment avec les Royal Rumble. C'est-à-dire que même si les meufs elles rentrent par paquet de 5, et ben, quand elles rentrent, elles font tout de suite un move pour se mettre en avant. Et là on nique totalement les effets de réaction de la part du public. Il y a une spire incroyable de Red Velvet sur Jamie Hayter, mais il n'y a pas de réaction. Nyla Hirsch, elle enchaîne 3 German suplex, dont une sur Nyla Rose, et tout le monde s'en fout. Et puis derrière, bah, l'écriture, elle a laissé quand même à de nombreuses reprises à désirer. Je veux bien qu'on réserve un spot spécial à la petite Sky Blue qui a montré des belles choses, mais à peine 2 minutes avant de se faire éliminer, sous les huées d'ailleurs de Chicago. L'élimination de l'ancienne championne Hikaru Shida est pas forcément bien passée, même si c'était par Nyla Rose et que Nyla Rose a été construit comme voilà la top heel de toute cette bataille royale, vu qu'elle avait gagné la première. Et puis je pense aussi que la pire élimination dont le botch n'a échappé à personne, c'est bien entendu celle de Rio. La pauvre, elle arrive, grosse acclamation de la part du public. À un moment, elle est dans le coin, elle se fait étrangler par Jamie Hayter, elle roule sous la première corde, Jamie Hayter la pousse, et Justin Roberts annonce que Rio est éliminé. We spoke about. Did Rio get eliminated? Consternation totale. Même Jamie Hayter, elle comprend pas. Donc c'est après, en effet, 20 minutes de chaos global qu'on va quand même être récompensé par un truc plutôt très cool, qui est la fameuse entrée numéro 21, le Joker de cette bataille royale, nouvelle arrivée chez All Elite Wrestling. Et non, c'est pas Tessa Blanchard. Il y a eu un petit chant d'ailleurs un peu rigolo avec quelques personnes qui chantaient We Want Tessa et tout le public qui répondait No We Don't. Non, ils veulent pas de Tessa Blanchard, bizarrement. Eh ben oui, la destination inconnue est désormais connue. Rubisso, sous la musique de Rancid du même titre, fait son arrivée chez All Elite Wrestling, donc anciennement Ruby Riott à la WWE bien sûr. Énorme pop de la part du public qui va scorder son nom, même avant qu'elle fasse son entrée, c'était déjà plutôt cool. Et on va laisser le temps à Jade Cargill, qui était l'une des favorites, de se faire éliminer par Nyla Rose pour la construire encore plus forte, pour en arriver au trio final, Nyla Rose, Thunder Rosa et Ruby Riott. Évidemment, les deux babyface, elles vont s'allier pour essayer d'éliminer la favorite, et Thunder Rosa va réussir une esquive à dropkick pour envoyer Nyla Rose à l'extérieur du ring et avoir un super face-off final avec Ruby Soho. Superbement produit, bon acting, quelques petites séquences de lutte plutôt cool, et une longue phase qui va se dérouler sur le round où finalement Ruby Soho va remporter la victoire et devenir la challengeuse au championnat de Britt Baker sans avoir besoin de passer, tu vois, par le schéma traditionnel des rankings. Alors un choix super habile parce que le public voulait l'avoir gagné et on se doute que Ruby Soho va être une étape dans la construction de ce programme très anticipé entre Britt Baker et Thunder Rosa. Probablement que Ruby Soho elle affrontera Britt Baker en weekly et que Thunder Rosa l'aura pour le prochain pay-per-view Full Gear. Encore une fois, c'est un booking plutôt habile et une espèce de réconciliation avec cette décision finale, la belle surprise, la bonne personne qui gagne, qui sauve une bataille royale qui était globalement super moyenne. On enchaîne avec le combat qui était peut-être le dernier match de la carrière de Chris Jericho qui fait face à MJF, car la condition était telle pour que Jericho obtienne une revanche contre celui qui l'a toujours battu dans des combats 1 contre 1, soit que Jericho quitte le ring d'All Elite Wrestling pour pouvoir poursuivre une carrière de commentateur. Voilà, on va pas non plus tout lui enlever. Alors est-ce qu'on allait assister au dernier match de Chris Jericho, voilà, qui a quand même 50 ans passés, qui a peut-être plus rien à apporter dans le monde du catch, et ça je ne pense pas à titre personnel, ou peut-être laisser place à toutes ces superstars qui viennent renforcer les rangs dans l'Elite Wrestling. Bon déjà MJF il nous fait une super blague, il y a le countdown façon Y2G année 2000, sauf qu'à la fin du décompte il est marqué Jericho dernier match et MJF fait son entrée. Facile pour une hit, très facile. Jericho fait son entrée et c'est peut-être l'entrée la moins cool de Chris Jericho puisqu'ils ont fait appeler un de ses icos du groupe Fozzy pour jouer son thème en direct. Enfin non, plutôt pour jouer sa partie chantée. Ouais, à la guitare, ce qui a créé une espèce de décalage de synchronisation avec le public et qui est pas du tout à la hauteur du talent d'un certain Rick Books. Mais surtout un élément clé, c'est que Chris Jericho viendra accompagné de sa batte qui va laisser, à la vue de tout le monde, poser sur le ring, voilà, dans un coin. Voilà, je me suis dit, tiens, il range pas sa batte. Et l'arbitre, Aubrey Edwards, elle y fait pas attention. D'ailleurs, Aubrey Edwards, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le début de match va être un petit peu sauvage, les mecs, voilà, bah déjà ils se détestent, ils vont aller se battre un petit peu dans le public. Il y a Chris Jericho, il va récupérer, je sais pas, une espèce de poteau en métal dans le public, voilà. Il va revenir vers le ring avec, il va le jeter, comme ça, sur MJF, il y a pas de disqualification. Ah bon? Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais.
Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais et je suis, oui, en correspondance là, parce que c'est... Vous me demandez de parler de quoi là? AEW? Je connais pas, moi je travaille WWE, arbitre la VAR. Ouais, mais ils se sont inspirés de nous là, j'ai vu là pour la VAR là. Mais écoutez, j'ai pas que ça à faire, moi. Ils se tapent avec des poteaux, c'est pas mon problème. Voilà, c'est pas le catch ça. C'est pas, voilà, c'est... Au revoir. Donc l'action se poursuit, il y a un putain de tournant du match chez MJF qui a tenté un Asai Moonsault à l'extérieur du ring qui a été esquivé par Jericho, qui l'a récupéré en powerbomb directement sur le point du ring. Alors là, le MJF, le dos en miettes, qui va très bien vendre pour la suite du match, et notamment pour permettre à Chris Jericho de le mettre en difficulté en essayant à plusieurs reprises de porter le Walls of Jericho. Jericho, lui on le sait, son talon d'Achille, c'est un peu son bras en ce moment, et ce coude qui s'est disloqué, qui va permettre à MJF de continuer un petit peu le travail et d'essayer voilà d'affaiblir Jericho pour l'amener dans sa prise de soumission, le fameux sel de la terre. Et pourtant, c'est tout autre chose qui va conduire à la fin du match, en tout cas la fin présumée du match. Wardlow va tenter une intervention, il va tout de suite être arrêté par Jack Hager, grosse bagarre à l'extérieur. Et l'attention de Aubrey Edwards, qu'on reconnaît quand même comme une arbitre plutôt cool du côté de l'Elite Wrestling, qui tombe pas dans les panneaux, et ben elle est plus là. Aubrey Edwards, elle est occupée avec les deux qui se battent à l'extérieur du ring, et elle voit pas MJF qui s'est saisi de la batte que Chris Jericho a pas rangée au début du match, pour porter un coup à Jericho, puis porter le Judas Effect comme il l'avait fait à Dynamite, 1, 2 et 3, bah oui il y a 3 puisque elle a compté jusque 3 Aubrey Edwards, et elle a pas vu que Jericho avait le pied dans les cordes. Ce qui crée une espèce d'injustice terrible de la part du public, et surtout une Aubrey Edwards qu'on aime généralement d'avoir commis peut-être la plus grosse boulette de sa carrière. Et dans l'Elite Wrestling, il va y avoir ce plan où Paul Turner, l'arbitre en chef de l'Elite Wrestling, va se rapprocher de Aubrey Edwards pour lui dire t'as pas vu le pied dans les cordes. Et le public de Chicago, qui est devenu dingue, mais véritablement dingue à ce moment-là. C'est-à-dire que même les fins un peu bullshit qu'on a l'habitude un peu de détester du côté de WWE, ils arrivent à le faire bien. C'est-à-dire ils arrivent à en tirer une réaction totalement organique de la part du public. Et Aubrey Edwards, elle admet son erreur, et hop, ils vont voir Justin Roberts, et on redémarre le match, MJF il est dégoûté, va tout de suite y avoir une tentative de roll-up de Jericho. Contrer celle de la terre, les gens en peuvent plus, il y a redécompte un petit peu dans tous les sens, et Walls of Jericho, ce qui fait sens avec tout ce qui avait été teasé pendant l'intégralité du match. Jericho, il va réussir, tu vois, à bien plier en deux MJF et à le faire abandonner pour sauver sa carrière chez All Elite Wrestling, et je te cache pas que derrière, les gens étaient totalement, comme on dit, bananas, hein, bon vieux Pat Patterson. Il y a tout l'Inner Circle qui vient célébrer, MJF est dégoûté, et c'était un chouette match qui m'a donné tort sur un élément de storytelling que j'aime pas d'habitude. Et il reste plus que 3 matchs après ça, et QT Marshall et Bull White, figure-toi qu'ils vont se retrouver dans le co-main event. Puisque maintenant, ça y est, c'est parti, Chicago était peut-être pas prêt, mais CM Punk contre Darby Allin. Gros clip de feud, évidemment, avec un Darby Allin aussi qui a fait son petit vidéoclip pour nous réserver, tu vois, une mort lente et douloureuse pour CM Punk, hein. Voilà, il a fait un sac mortuaire comme à son habitude, il a écrit Best in the World dessus, puis il l'a traballé en hélicoptère, puis après on a vu Darby Allin sauter de l'hélicoptère, on sait pas où il atterrit, il atterrit à Chicago, accompagné de Papa Sting, voilà, qui vient déposer le fiston à l'école, qui va dévaler la rampe d'entrée avec son skateboard, prendre des poses, voilà, très inspirantes dans le coin du ring, parce que, oui, il fait face au plus grand combat de sa vie, le mec va être regardé de partout, il affronte CM Punk, qui a pas lutté depuis 7 ans, et qui est accueilli à Chicago, encore une fois, comme le Messie. Ça y est, ça gueule CM Punk, il y a It's Clobbering Time à son entrée, voilà, ça on l'a pas oublié. Par contre, CM Punk, il nous a fait une petite surprise. Et oui, il a voulu marquer la scission avec le CM Punk d'avant. Le mec, il est en tight, c'est-à-dire il est en collant, en pantalon, il est, voilà. Et il est plus en slip. Peut-être qu'un jour il remettra le slip et ça vaudra une pop comme celle qu'a eu Okada quand il a laissé tomber le pantalon pour remettre le short à l'ancienne. Punk il a dit en conférence de presse qu'il voulait vraiment marquer cette scission avec l'ancien CM Punk, mais finalement on le retrouve quand même en good shape à 42 ans. Et puis... ça, je pense que ça lui tenait à cœur, raconter une histoire super bien produite avec un catcheur qu'il avait envie tout simplement de mettre en avant. Parce que oui, en 2021, si t'as toujours pas compris que dans le catch, on peut mettre un lutteur en avant en le battant, regarde plus de catch. On comprend pourquoi aujourd'hui c'est Britt Baker qui est championne et pas Thunder Rosa, hein, parce que dans le fameux match où elles se sont affrontées, c'est Thunder Rosa qui a gagné. Parce que oui, là le ressenti que j'ai après le combat de Darby Allin, c'est qu'il en est ressorti très grand malgré la défaite. Un peu à l'image de ce fameux match entre Bret Hart et le 1-2-3 Kid en 94, qui va commencer d'ailleurs avec un clin d'œil fantastique, avec ce bras à la volée rapide et un CM Punk qui vend exactement comme Bret Hart après le bras à la volée du 1-2-3 Kid. Épreuve de contact, derrière on comprend bien que c'est une opposition entre la vitesse de Darby Allin et la force, faut bien le reconnaître quand même, de CM Punk qui est un petit peu plus imposant physiquement, il a pas souvent affronté des mecs plus petits que lui, donc là il en profite. Mais aussi un CM Punk qui était un peu Baron Corbinesque, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de temps également pour poser les choses, pour ralentir l'action, il a porté beaucoup de rest hold, ça soit des colliers de tête, voilà, des positions de surfboard, un abdominal stretch, mais qui ont pas pour autant tué le public, qui a toujours continué, tu vois, d'applaudir, d'encourager et de réagir à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Et il va y avoir comme ça quelques petits comebacks de la part de Darby Allin qui va commencer, tu vois, à faire augmenter
le rythme, jusqu'à se faire contrer et positionner dans le go to sleep qui va être appliqué, et Darby Allin qui va intelligemment, ou pas du tout intelligemment, parce que j'ai l'impression qu'il était totalement déstabilisé, il est tombé à l'extérieur, et Punk qui va pas capitaliser tout de suite, il va pas aller rechercher Darby Allin, il va le laisser souffler, et revenir au compte de 9. Là on a une espèce de deuxième match qui débute, où CM Punk a été un peu plus agressif. Là on a plus peur, tu vois, de porter des coups d'avant-bras, d'aller porter le Shining Wizard dans le coin du ring, de poser également, puisqu'il va faire le fameux taunt, tu vois, du dodo là pour le go to sleep. Là Darby Allin y revient, des coups de coude, il va réussir à enchaîner son dive, va faire une senton vers l'extérieur qui est totalement folle, il est prêt pour le coffin drop, il veut le porter, et là t'as CM Punk qui se redresse un petit peu façon Deadman. Ça fait une esquive qui, je pense, deviendra culte avec le temps. Là il y a un gros plan comme ça, la prod est géniale sur la gueule de CM Punk qui fait ça, ton coup je le connais, je l'avais vu venir et je savais comment le contrer. Cela dit, Darby Allin il réussit à faire douter la confiance de CM Punk en le bloquant dans un crucifix, 1-2 dégagement, 17 minutes de match. En effet, CM Punk il a pas fait un catch 2.0 parce que ça a jamais été un catcheur qui a fait du catch 2.0, c'est plus un mec qui sait prendre le temps, poser les choses, raconter des histoires, et il est là pour raconter, je pense, de bonnes histoires et mettre des talents en avant. Victoire de Punk, il y a une grosse communion à la fin avec Sting, tu vois, qui vient de lui-même à réclamer une poignée de main à CM Punk, et marque de respect entre Punk et Darby Allin. Alors Darby Allin qui cède pas de Punk, tu vois, pour se relever, il a cette espèce de fierté, tu dois ramper, tu vois, céder des cordes pour se relever, et là, une fois qu'il est debout, il y a Sting qui lui dit, ok, ami, voilà, on fait ami. Et poignée de main, c'est super, c'est cool. Là ils repartent, le daron, le fiston, et CM Punk il en profite, il célèbre avec les gens parce que quand même c'est son moment, ça fait 7 ans qu'il a pas catché, et il y a de l'émotion, c'est très très cool. Et après ça, on a Paul White contre QT Marshall, les gens étaient restés pour ça. Bon, mini clip, bon le match il a servi, ça on l'a su après aux conférences de presse, le match il a surtout servi de baromètre, pour pouvoir établir quel temps on allait donner à ce match pour pouvoir laisser suffisamment de temps pour le dernier match et surtout l'angle final. Donc il n'y a rien d'incroyable, voilà, c'est un combat du Big Show en 2021, il n'y a même pas de pop incroyable, les gens ils ont pas chanté You Still Got It à Big Show, parce que et qu'est-ce qu'ils font les gens, ils viennent d'assister au retour de CM Punk, ils ont besoin de souffler. Bon, Big Show, il a mis une trempe à QT Marshall, à tous les mecs autour de QT Marshall, il a mis son chokeslam, il a gagné en 3 minutes. Il est rentré backstage, ça n'a pas été gênant, ça a peut-être fait acheter le pay-per-view à quelques personnes. Voilà. Et c'est tout simplement la technique que moi j'applique sur TEW, à savoir le match avant le main event pour souffler, pour garder, tu vois, l'énergie des gens pour essayer de finir en apothéose. Bon, l'apothéose, c'est peut-être maintenant Kenny Omega contre Christian Cage pour le championnat All Elite Wrestling. Je pense que les gens, ils avaient besoin d'un peu plus de choses pour souffler. Tant avant ça, ils ont rappelé la carte de Dynamite, je le rappelle, Minoru Suzuki contre Jon Moxley, Rubiso qui fait sa première apparition, et même... Malakai Black qui nous raconte une histoire, qui met en garde bien entendu Dustin Rhodes avant son combat en disant j'ai battu tout le clan des Roses là, voilà, d'abord Arn, après le fiston de Arn, après le petit Lee Johnson, alors gare à ton cul Dustin Rhodes, il est où Cody? Et puis maintenant on sait, mercredi c'est Dustin Rhodes contre Malakai Black. Bon voilà, on prend le temps, on souffle, et Kenny Omega, Christian Cage, ils font leur entrée. Alors Christian Cage, gros swag, encore une fois, il vient avec la capuche qui a peut-être charisme, je me doute que chez Univer Catch ça devait être la fête. Kenny Omega, des cheveux noirs et bleus, tu vois, la ceinture, Don Callis, qui a toujours le même costard là désormais, rose avec ses godasses roses, et puis elle change de couleur de temps en temps, ce serait peut-être pas plus mal. Et mon gros reproche à ce combat qui va durer juste un petit peu plus de 20 minutes, il vient peut-être soit de Christian Cage, soit de l'écriture du combat, parce que le public en tout cas avait jamais eu vraiment le sentiment ou l'impression que Christian Cage pouvait gagner le combat. Bon, on se doutait bien que Christian Cage il allait pas devenir champion de l'Elite Wrestling, parce que voilà, tu sais, le public il a lu les dirt sheets comme il l'avait lu pour CM Punk, les gens ils voulaient Brian à la fin, ils voulaient Brian, voilà. Si on mettait ce match-là, c'était pour avoir Brian à la fin. Et malgré Christian Cage, j'ai trouvé il a fait un match super, il a un selling Christian Cage, mais non mais tu comprends, tu vois qu'ils l'ont pris en leur rang pour pouvoir un petit peu plus renforcer, tu vois, on va dire le tutorat des jeunes lutteurs, parce qu'il s'est mangé des V-triggers de fou, à chaque fois les spots sont super bien réfléchis, le combat est super, il est génial, c'est juste qu'il a pas l'investissement émotionnel de la part de tout le public de Chicago. Et c'est peut-être un peu, en mon sens, à cause d'un Christian Cage qui a jamais essayé d'appeler ce public à ce sens-là. Il y a des fois des petits trucs où Kenny Omega, tu vois, il le taunte un peu, le mec il dit vas-y j'ai pas peur de toi, hop, il est un peu insolent, mais insolent dans le bon sens parce que c'est le babyface. Il va y avoir 2-3 spots violents, ils vont d'ailleurs ouvrir très très fort avec un double foot stomp à l'extérieur du ring sur Christian Cage, mais qui est sous une table. D'ailleurs avec Callis ils vont poser une autre table qui va servir plus tard pour que Christian Cage réussisse, tu vois, à porter une spear. Le malheureux il s'est bouffé une barre de métal au niveau du ventre, il est tout ouvert, c'était assez impressionnant. Et intelligence de match, là aussi il va porter une spear dans le dos d'Omega avant de lui en porter une de face. Le dos d'Omega il est totalement pété, d'ailleurs il va avoir du mal, tu vois, pour enchaîner, pour des tentatives de powerbomb, tout ça, il va toujours prendre un peu son temps,
tu vois, pour vendre le dos, c'est très bien foutu. Christian Cage, il va réussir à porter une Cloverleaf qu'il avait un peu teasé auparavant, et là, Don Callis, tout de suite, il fait appel, tu vois, au backup. Allez, venez, Luke Gallows, Karl Anderson, voilà, ils vont venir juste aux abords du ring, Christian Cage, il va savoir les repousser. Omega, il est prêt pour le One Winged Angel, et il se fait contrer, et bam, un Preacher. 1, 2, et dégagement, gros near fall, et il n'y a pas la réaction, tu vois, escomptée que j'aurais aimé de la part du public. Juste après, ils vont monter vers la 3e corde, Christian, il est totalement fou, il veut porter l'Unpreacher, mais depuis la 3e corde, il va se faire contrer dans un One Winged Angel depuis la 3e corde, et là, en fait, quand Christian, il est sur les épaules d'Omega, il y a cette image que j'ai trouvée incroyable, le moment où Omega, il se redresse, il y a tout le public qui se lève comme ça d'un bloc derrière lui. Oui, parce que chez All Elite Wrestling, il y a un truc qui est un petit peu fou que tu verras jamais chez WWE. Les gens, ils ont le droit de se mettre debout. Les premiers rangs, ils se foutent debout. Tu regarderas sur tous les derniers shows que j'ai regardés, les mecs, ils laissent les gens aller debout. Tu vois, si vous voulez tous vous lever, bah, le mec, s'il est plus petit derrière toi, bah, il se lève aussi, tout le monde se lève parce que putain, on est investi émotionnellement qu'à un moment on a envie de se lever. Et bim, l'autre il porte son finish depuis la 3e corde, il remporte le match. Derrière, il y a toute l'élite qui arrive, il y a Nick Jackson, Matt Jackson, bon ils se sont fait défoncer tout à l'heure, ils viennent quand même pour aller célébrer avec Omega, et puis ils continuent, tu vois, de taper sur Christian Cage. Tu sais, on fait passer un message, il y a Jungle Boy, Luchasaurus qui viennent pour faire le save, ils se font casser la gueule aussi. Et là, le public de Chicago, il comprend, les mecs ils commencent à chanter Yes, et puis Omega il prend le micro, il fait je pense que Chicago, vous savez où on veut en venir. Bon, les Best in the World ci, les Best in the World ça, donc là forcément le public il se dit c'est bon, Bryan Danielson il arrive. Omega il enchaîne, il dit tous ceux qui peuvent potentiellement me battre aujourd'hui, bah soit ils sont pas là, soit ils sont déjà à la retraite, ou soit ils sont tout simplement morts. Et là, les mecs, pour ceux qui suivent Being the Elite, qui savent que y a un mec qui est censé être mort, tu vois, dans les storylines, parce qu'en fait il a rejoint WWE, bah c'est pas Bryan Danielson qui va arriver. Et c'était une super manière de l'amener celui-là. Are either not here, they're already tired, or they are already dead. You know it! Adam Cole, bébé, The Chugs. Il va pouvoir continuer à être sur Twitch. Il fait son entrée, le mec, donc grosse ambiance, super thème d'entrée, tu vois, toujours un petit peu à la manière des trucs RATM, tout ça. Il arrive, voilà, gros Adam Cole bébé devant les plus de 10 000 personnes à Chicago. Le mec, ça faisait depuis... il faisait Adam Cole bébé devant les 280 personnes, tu vois, au Performance Center, là. Ça fait du bien, tu vois, Adam Cole avec du public, quand même. Donc, et aussi, bah, il a pas accepté la prolongation chez WWE. Être manager à SmackDown, ça l'intéressait pas. Heureusement. Et il a ce face-off là comme ça avec Kenny Omega, parce que dans la storyline il est censé être mort, hein. Dans BT il est censé être mort, les membres du Bullet Club ils l'ont buté, et hop là bam, super kick, mais sur Jungle Boy. Et il fait un câlin aux membres de l'élite, Adam Cole rejoint l'élite, voilà le bisou avec les Young Bucks qui est très symbolique de toute cette ère qu'ils ont eu chez Ring of Honor où en effet le business a totalement changé. Il va prendre le micro pour dire que la Super Elite est désormais la faction la plus puissante dans tout le business, et Omega va finir en paraphrasant un truc de CM Punk qui avait été fait à Dark ou je sais plus où, en disant voilà, là maintenant je vais vous renvoyer chez vous heureux, donc j'ai plus qu'à vous dire goodbye, good night. Enfin non, il n'y aura pas Final Countdown, ça devait être trop cher, Europe, tout ça, voilà, non. Chevaucher des Valkyries, remixé avec un petit beat en fond, voilà, il faudra s'y habituer, mais c'est pas grave, les gens chantent Yes, voilà, ils chantent tous Yes, mais Bryan, lui, il fait pas Yes. Parce qu'il a expliqué en conférence de presse que c'est, selon lui, tu vois, une propriété intellectuelle de WWE, que s'il pouvait éviter de faire Yes chez All Elite, il fera pas Yes. Bon, Tony Khan, il a dit, t'es sûr que tu veux pas faire Yes quand même, parce que c'est bien, c'est over Yes, c'est... Non, Bryan, il veut mettre over d'autres choses. Bon, les gens sont en Yes, évidemment, là, on est, ça y est, en 2021, dans une compagnie où t'as Kenny Omega et Bryan Danielson. À un moment donné, quand on fait le calcul, il y a encore quelques années auparavant, Bryan Danielson, il est même pas censé revenir, tu vois, dans le monde du catch. Et Kenny Omega, il a affronté Okada, et Danielson, il a dit, putain, je veux m'entraîner, je veux revenir dans le catch, je veux aller faire des trucs incroyables avec ces mecs qui font des combats 6 étoiles. Il a pas signé chez WWE, parce que lui, avant tout, il voulait faire du catch, dépasser ses limites, et offrir
offrir voilà l'excellence dans l'excellence. Donc il va y avoir un petit combat, voilà, il va tout de suite, et ça c'est très intelligent, à l'Elite Wrestling, ils ont mis Bryan Danielson tout de suite, tu vois, à côté de Jungle Boy, de Luchasaurus, tu vois, des mecs à eux, tu vois, vraiment à eux, pour qui bénéficient, tu vois, de cette exposition totalement incroyable, et ça y est, ça fight, il y a grosse bagarre qui part à l'avantage, bien entendu, de Danielson qui va faire une German suplex, son Boy Sakuni, et puis tout va bien. Des plans, tu vois, entre l'élite d'un côté, l'autre clan qui est resté dans le ring, pour peut-être te teaser des 4 contre 4, des affrontements totalement épiques entre tout le monde, et surtout beaucoup d'échanges de regards entre les deux nouvelles recrues, Adam Cole, Bryan Danielson, qui pourrait avoir un petit peu plus de temps qu'à SmackDown pour s'affronter sans coupure pub, ce serait peut-être bien en pay-per-view, pourquoi pas. Et voilà, nous donner un catch totalement débridé, parce que là on vient de se bouffer en fait 2 ascenseurs émotifs totalement incroyables avec Cole, Bryan. Alors en effet, ça peut peut-être virer à l'écœurement comme j'ai pu le lire sur internet, mais moi j'ai pas eu l'impression, tu vois, que les 10 000 personnes étaient écœurées à Chicago. Ils sont plutôt ravis, enthousiastes, et ils commencent véritablement à penser que l'Elite Wrestling là vient de passer un cap très important dans l'histoire du catch, parce que oui, c'est ce que je disais en préambule de cette vidéo, 20 ans que WWE a le monopole, 20 ans aussi que WWE est désormais le point de chute pour beaucoup de catcheurs qui décident de se lancer dans le business et qui rêvent de vivre entièrement de leur passion. Aujourd'hui, et c'est ce qu'a dit Mick Foley dans une entrevue, les apprentis catcheurs, ils vont avoir un autre point de chute potentiel qui sera peut-être leur rêve de gosse plus tard, à savoir devenir lutteur non pas à la WWE mais chez All Elite Wrestling. Et ça a été permis grâce peut-être à des erreurs de la part de WWE qui ont été faites par le passé, le fait de ne pas avoir su retenir des superstars. Je vous rappelle juste Adam Cole, il reste pas chez WWE parce qu'on l'a pas laissé jouer à des jeux vidéo devant des gens en streaming. Voilà, on en est là. Donc voilà, c'est le pay-per-view qui a été le plus acheté chez All Elite Wrestling, ça y a nul doute. Il est noté 9,56 sur 10 sur Cage Match, tout le monde a kiffé. Et moi-même, j'ai air à redire parce que c'est tout ce que j'attends quand je regarde un pay-per-view. Je m'attends pas à ce que tout soit parfait. Je m'attends à ce qu'il y ait ces moments aussi de flottement, ces moments qui sont critiquables et sur lesquels je me dis putain, ça peut être amélioré. Donc tout ce qui peut être amélioré, c'est bon aussi pour la suite. Et puis on a des histoires, des storylines qui sont super inspirantes pour l'avenir, et une affiche, une liste de Dream Match totalement folle. Alors je sais qu'à la WWE, il y a des Dream Match qui peuvent être totalement fous aussi, et qui à ce jour n'ont jamais été faits, mais on sait que Vince, ça l'intéresse pas de faire un Johnny Gargano contre Seth Rollins qui dure 25 minutes dans le main event de WrestleMania. Évidemment que non, ça l'intéresse pas. Donc oui, peut-être sans trembler, aujourd'hui je peux dire, même si les époques sont difficilement comparables, je pense que on a de quoi être putain d'excité pour la suite, que cette alternative que WWE ne veut pas reconnaître comme une compétition va peut-être être enfin le moteur qui va faire bouger les choses, et que si vous m'écoutez aujourd'hui sur cette chaîne CSL Catch et que vous n'avez pas connu pleinement cette fameuse guerre des lundis soirs entre WCW et WWE, sachez juste une chose, comme le dit Daniel Bryan, l'excellent catch peut attirer absolument tout le monde, et peut-être qu'on est en phase de revivre une grosse vague de popularité pour le monde du catch dans le monde entier. En tout cas, les ingrédients, voilà, la poudrière, elle est installée, c'est en train de péter, il y a des braises là qui sont en train de se former. Et si c'était là pour les mois ou les années à venir, on serait pas bien. Je demande que ça. Et c'est tout pour moi, c'était le Qu'est-ce qui s'est passé d'All Out. Encore une fois, désolé pour avoir fait un truc aussi long. Il y avait plein de choses à dire, plein de choses méga inspirantes. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Twitch dans la soirée en compagnie de Flo et de Rabi pour parler de ce gros week-end et de parler également de l'actualité catcheuse, parce que comme vous le savez, il y a le G1 Climax qui va commencer, New Japan Pro Wrestling, j'aimerais bien en parler. Je suis toujours en petite pause vis-à-vis de WWE, voilà, les Raw Recap, les SmackDown Recap, ça reprend pas cette semaine. Mais on a un rendez-vous qui est à ne pas manquer, bien entendu, c'est le Pouy en compagnie de Norbert Feuillon, à Levré, voilà, on se donne rendez-vous en fin de semaine pour découvrir la liste des 500 meilleurs catcheurs de l'année 2020-2021 selon le magazine Pro Wrestling Illustrated. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. C'était Sturi et tout le monde reste fort. Surtout, le catch en 2021. Ciao, bye bye. Oh, vous êtes parti là? Parce que c'est Michel Beaujolais. Oui, j'ai oublié de vous dire, je mets en vente un sweatshirt WWE Undisputed Era. Voilà. C'est resté dans les vestiaires là il y a quelques jours et on m'a dit le type à qui ça appartient il est plus là, il reviendra plus, donc écoutez, moi je récupère pour essayer de faire quelques petites affaires, ainsi qu'une ceinture de champion de catch mais en bois. Voilà, la ceinture elle est en bois, probablement que ça appartenait à un catcheur en bois. Voilà, j'aime bien le bois et je vous souhaite à toutes et à tous voilà, une très bonne soirée, et arrêtez de regarder là, les compagnies de catch qui ne sont pas homologués par une commission arbitrale internationale. Michel Beaujolais, arbitre international justement, commission Lavar. Voilà.
C'est tout là, on peut s'en aller? Oui. Très bien.